Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex et on se retrouve pour un nouveau podcast, comme chaque semaine. Alors je tenais à m'excuser pour la semaine dernière, j'ai pas du tout eu le temps de faire un podcast. Ceux qui me suivent régulièrement le savent. J'étais très occupé et j'ai voulu privilégier au maximum les personnes que j'avais déjà en coaching pour bien sûr leur proposer le service le plus complet que je propose comme d'habitude. Donc voilà, j'ai pas pu faire mon podcast, mais j'ai quand même noté les questions que j'avais des personnes qui m'en avaient posé. Donc du coup, je vais pouvoir y répondre cette semaine, tout simplement. Voilà, merci de votre compréhension. Alors, pour commencer celui-ci, comme d'habitude, pour ceux qui ne savent pas, je réponds à un maximum de questions que l'on peut me poser sur Instagram ou alors de certains de mes élèves qui me la posent en message privé, et du coup, je les note. Et j'essaie d'y répondre de la manière la plus précise possible, même si c'est vrai que des fois, c'est très compliqué d'y répondre, notamment quand les personnes me demandent des choses personnalisées un petit peu. Donc il y a beaucoup de questions de façon quand c'est soit en musculation, en nutrition, etc., etc., qui vont venir se répondre par un simple mot, c'est ça dépend, tout simplement. Bon, voilà, après il y a des nuances à apporter, j'essaierai de les apporter et pour pouvoir vous aider de toute façon. Alors, on commence directement par la première question. Est-ce que le rapport sodium-potassium est important pour limiter la rétention d'eau? En fait, je dirais que c'est très compliqué de se baser sur ça parce que c'est quelque chose qui est dangereux et hyper complexe à gérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui essayent de le faire en compétition, mais avant une compétition, mais c'est très compliqué, comme je vous l'ai dit, à gérer. Soit vous pouvez gâcher votre physique, soit l'améliorer. Donc moi, je conseille de pas forcément jouer sur ça, notamment déjà en prépa de compète, sauf si vous êtes habitué et que vous savez comment gérer ça. Mais sinon, je vous conseille de ne pas trop jouer sur ça. Et on me demande aussi par rapport à ça, justement, des aliments, là, dans la même question, qui sont riches en potassium. Bah, simplement, la banane est riche en potassium. Mais si jamais vous cherchez des aliments qui sont riches en potassium, il suffit d'aller sur Google et de mettre aliments riches en potassium et vous trouverez votre bonheur. Mais personnellement, comme je vous l'ai dit, je ne conseille pas forcément. De toute façon, le sodium est important, le potassium est important, les minéraux de manière générale sont importants. Et le sodium, il faut ne surtout pas le couper quand on fait du sport, et même quand on est sédentaire, il faut juste le limiter. Mais quand on fait du sport, on a aussi des besoins en sodium plus importants que la normale. Voilà ma question. Enfin, ma réponse plutôt par rapport à cette première question. Question suivante. Est-il important de travailler le gainage pour la musculation et la santé en général? Alors, c'est une question plutôt intéressante parce que je vais vous répondre que oui, c'est important. Parce que c'est important d'avoir un centre du corps, en anglais on dirait un corps tout simplement solide. Si on est sédentaire, franchement, je conseille à beaucoup de gens de venir travailler leur gainage, de venir travailler légèrement leur bas du dos. Ça peut leur éviter tout simplement d'avoir des lumbagos, des lombalgies, des inflammations de façon tout simplement des lombaires, c'est une lombalgie. De se blesser en fait tout simplement sur des mouvements un petit peu débiles comme ramasser son sac de course, ramasser le pack d'eau, etc. Et donc pour ces personnes, effectivement, travailler le gainage, c'est bien. Pour les autres, est-ce que c'est intéressant? Pour nous, pratiquants de musculation, est-ce que c'est intéressant de venir rajouter du gainage en plus de nos séances? Eh ben, je vais vous dire que si vous avez le temps, oui. Si vous n'avez pas le temps, peut-être pas. En gros, il faut savoir que votre gainage, de toute façon, va être travaillé sur l'ensemble de vos exercices polyarticulaires. Deadlift, squat, bench, développé militaire à la barre, rowing, tout ça, là, vous allez venir travailler votre gainage. Donc, de toute façon, on le sait, sur un squat, sur des exercices comme ça, qu'est-ce qui lâche en premier? C'est notre gainage, c'est pas nos muscles. Donc, c'est des exercices qui vont engager un gainage de manière très importante. Et ça peut déjà suffire à venir travailler notre gainage. Après, si jamais vous voulez le travailler en plus, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous pouvez commencer étape par étape avec du gainage ventral, puis passer sur du gainage avec de l'instabilité, en avançant les mains, etc. Donc voilà, le but, tout simplement, si vous avez le temps, oui. Si vous n'avez pas le temps, pas forcément. Surtout si votre entraînement est basé autour d'exercices polyarticulaires. Probablement qu'il y aura plein de gens qui ne seront pas forcément d'accord avec ça. D'autres vont dire que oui, c'est important. D'autres vont dire que ça ne l'est pas. Mais en fait, c'est comme beaucoup de choses. Est-ce que travailler ses mollets, c'est très important? Est-ce que travailler ses abdos, c'est très important? Si vous avez le temps de faire que 3 séances dans la semaine, est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller faire d'autres exercices qui vont vous permettre de travailler l'ensemble de ces muscles? Moi, je pense que si, personnellement. Un petit peu comme isoler les bras. Ça revient à la même chose. Si vous faites que 3 séances par semaine et que vous voulez pas énormément développer vos bras,
c'est pas forcément très utile de faire de l'isolation. Et vos bras vont se développer sur des exercices polyarticulaires, par exemple le développé couché serré, les rowing, etc. Et personnellement, je n'ai jamais pris autant des bras depuis que je les bosse le moins possible. C'est-à-dire que personnellement, je déteste bosser les bras. Alors, je ne vais pas dire le moins possible, je fais quand même 4 exercices par semaine sur mes bras. 4 pour les biceps, 4 pour les triceps. Ou 3 pour les triceps. Mais voilà, ils n'ont jamais autant progressé parce que j'ai intégré des exercices polyarticulaires, j'ai cherché la progression sur ceux-ci. Et là, mes triceps, j'ai pris énormément de triceps parce que justement, j'ai progressé sur ces exercices. Et je fais très peu d'isolation. Je crois que mon seul exercice d'isolation, c'est des extensions à la poulie haute, 3 séries dans la semaine, et c'est tout. Sinon, c'est des divs, du couché serré, du couché classique, etc. Donc, misez sur le polyarticulaire. Bon, j'ai un peu dérivé, hein. Et organisez votre entraînement en fonction du temps que vous avez, des priorités que vous avez aussi, bien sûr. On m'a demandé une autre question qui n'a pas trop de rapport, mais je vais quand même y répondre. Quelles sont mes habitudes? C'est une question de Vincent. Salut Vincent et merci à toi pour ta question. Elle est plutôt intéressante de mon côté. Après, je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde. Quelles sont mes habitudes et mes tips pour booster ma productivité lors de périodes de travail chargées? Alors déjà, personnellement, je suis un petit peu tout le temps en période de travail chargée. Mais il y a des petits trucs, hein. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas être toujours productif. On essaye de l'être le plus possible, bien sûr en fonction des jours. Il y a des jours où je suis beaucoup plus, il y a des jours où je suis beaucoup moins. Bien sûr, quand je suis dans le flow, on appelle ça le flow, c'est quand on est très productif, on est dans son truc. Là, c'est le mieux parce que je travaille très bien et je suis bien dans mon truc et j'avance. Mais il y a des périodes aussi où je procrastine un petit peu, même si je déteste ça. Voilà, il faut avoir des petites astuces et je vais vous donner mes petites astuces de suite. La première, c'est bien dormir. C'est-à-dire dormir suffisamment et se coucher et se lever plus ou moins à des heures similaires. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'être en forme. Donc, si vous êtes en forme, vous êtes plus productif. Ensuite, une autre astuce que je peux avoir, des fois, c'est sortir de mon espace de travail classique. Comme vous le savez, moi, je bosse beaucoup de chez moi. Mais dès que j'ai l'occasion, si j'en ai, je vais essayer de sortir de chez moi. Et de sortir de chez moi sur les heures où je suis moins productif. Par exemple, le matin, je suis très productif. Le matin, je peux être très productif jusqu'à, ça va dépendre, on va midi peut-être, 11h midi. Donc je vais bosser à fond chez moi pendant cette période. Donc je suis productif chez moi. Après, je sais que je vais avoir un coup de mou l'après-midi. Si par exemple c'est une journée où je travaille toute l'après-midi. Dans ce cas-là, soit je m'entraîne, parce que du coup ça me permet d'avoir ce coup de mou et d'avoir une coupure. Je m'entraîne et je reviens vers 16h. Et après, là l'idéal c'est de sortir de chez moi, comme je vous l'ai dit, jusqu'à par exemple, je sais pas, 20h. C'est là où j'ai mon gros coup de mou. Et par exemple, de 16h à 20h, je vais aller dans un café. Je vais aller bosser dans un café. Et là, je serai bien productif. Parce que ça va me sortir de chez moi, je vais couper mon téléphone et je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et après, le soir aussi, des fois, je recommence à être productif. Ça va dépendre des soirs. Il y a des soirs où je ne le suis pas du tout. Il y a des soirs où, après manger, j'arrive à me remettre dedans et puis bosser et être productif quand vraiment tout est calme. Donc ça, c'est une petite astuce, c'est sortir de sa zone de travail, surtout quand vous avez, son espace de travail, surtout quand vous avez des moments de la journée où vous n'êtes pas productif. Ensuite, s'organiser sur votre journée, planifier votre journée à l'avance pour être productif. Très important, la veille pour moi, je sais exactement ce que je vais faire le lendemain. Avoir une routine, que ce soit le matin dans votre journée, s'entraîner plus ou moins à la même heure, etc. Savoir ce que vous allez faire, hein. Pareil, c'est de l'organisation. Et le dernier conseil, ça va être bosser quand vous êtes productif, tout simplement. Si vous n'êtes pas productif à un certain moment, acceptez-le et bossez à d'autres moments où vous serez plus productif. Des fois, il vaut mieux pas bosser un moment, se reposer et se dire que allez, je prends 1 heure, 2 heures de pause et je serai productif après parce que je me suis reposé. Plutôt que de rester devant son ordinateur, ne pas avancer pendant 2 heures ou faire un truc qu'on aurait pu faire en une demi-heure si on avait été productif. Donc ça, c'est une astuce aussi. Après, il y en a plein. Si vous êtes au travail, peut-être que c'est compliqué. Mais pour ceux qui bossent à leur compte, je pense que ça peut être intéressant. Et puis même si vous êtes étudiant, ça peut être intéressant. Voilà, fin de la parenthèse pour cette question. Comment muscler la partie qui pend sur les bras? En fait, c'est très simple. La personne qui m'a posé ça, je crois que c'est une femme qui, on va dire, est assez âgée. Assez âgée, je dirais 40 plus. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir effectivement pour certaines personnes, notamment chez les femmes, de la peau qui pend sous les bras. Donc mon meilleur conseil, déjà c'est que c'est probablement de la peau. Donc là ça va être compliqué à faire ça. Mais sinon le renforcement musculaire, la musculation, travailler, perdre du gras, parce que c'est probablement aussi du gras, perdre du gras de manière générale.
en favorisant des exercices polyarticulaires, créer un déficit et puis être patient. Aussi simplement que ça, et normalement, tu devrais perdre du gras de partout du corps, et notamment sous les bras. Donc voilà par rapport à ça. La différence entre les machines et les poids libres, en fait c'est très simple. Personnellement, je suis beaucoup plus fan des poids libres, mais des fois les machines peuvent être intéressantes parce qu'elles vont nous permettre d'avoir une certaine trajectoire, notamment par exemple une convergence. Elles vont nous permettre aussi d'être sécuritaires, donc d'implémenter des techniques d'intensification dans nos entraînements. Donc en fait les deux sont plutôt bien. Mais l'avantage des machines, c'est qu'il y a moins le facteur équilibre et coordination, mais il y a aussi moins de gainage et moins de tension mécanique. Alors le facteur équilibre et coordination, c'est un plus et un moins, c'est-à-dire que ça peut être intéressant toujours de le travailler, donc travailler avec des poids libres pour ça. Mais du coup, on n'a pas de gainage sur les machines, et une tension mécanique qui est aussi plus faible souvent qu'un exercice avec barre où on peut vraiment charger. Donc un petit peu moins intéressant, mais les machines, on va dire un exercice secondaire de nos séances après nos exercices polyarticulaires peut être intéressant. Par contre, les machines sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus sécuritaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc je vais dire qu'il n'y a pas forcément de mieux. Le mieux, ça va être bien sûr les poids libres, mais poids libres plus machine, c'est l'idéal, tout simplement. Donc voilà pour cette question. Autre question, à quoi servent les élastiques que l'on rajoute sur les machines ? C'est plutôt une question intéressante et en fait ça sert surtout à optimiser la courbe de force. Parce qu'en fait, il y a certains endroits où on va être plus fort. Par exemple, on va prendre une presse. Quand on va être à la fin de notre mouvement, on va être plus fort que quand on est au début du mouvement. Donc pour optimiser la courbe de force, on peut mettre des élastiques, ce qui fait que plus on va pousser, plus ça va être difficile. Mais comme on est plus fort, et au final, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Parce que plus on a les jambes tendues, plus on devient plus fort. Personnellement, j'utilise pas forcément trop les élastiques dans mes entraînements. Beaucoup les utilisent. Moi, je pense que se concentrer sur des exercices polyarticulaires de base et progresser, c'est la clé. Après, se concentrer sur élastique, etc., oui. Mais pareil, c'est du détail en fait. C'est beaucoup de gens qui font ça, qui essayent d'optimiser les choses, mais l'optimisation des choses, elle passe à partir du moment où on a déjà atteint un gros niveau. Et pour l'instant, il faut surtout se concentrer sur progresser, tout simplement. Mais en soi, c'est pas une trop mauvaise chose et c'est pas bête. Ça va dépendre aussi bien sûr des exercices. Votre niveau, ça va dépendre de votre objectif et de beaucoup de choses en réalité. Autre question, est-ce que c'est moi qui ai créé Smart Body ? Oui, c'est moi qui ai créé Smart Body, en fait c'est juste le nom de mon entreprise. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est nouveau. Smart Body, du coup, comme je vous dis, c'est un nom qui regroupe... qui me regroupe moi pour l'instant, mais je suis en train de, je vais pas dire recruter parce que ça va pas vraiment être ça va être un prestataire de service, mais il va y avoir un autre coach qui va aussi arriver dans l'équipe Smart Body. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui va être, c'est une grande avancée pour moi. Probablement que certains le connaissent, c'est Johan que vous pouvez peut-être voir sur mes réseaux des fois. Il est aussi coach depuis plus ou moins en même temps que moi, je pense. Je le coach maintenant depuis 1 an, donc il connaît exactement comment je fonctionne. Et du coup, je vais pouvoir, lui, c'est déjà fait, il aura accès à tous mes données, etc., les dossiers que j'utilise, la manière de faire que j'utilise. Et donc, en fait, ce sera exactement comme si c'était moi qui vous coachais. Ce sera juste que ce sera un autre coach référent, on pourra dire. Attention, quand je dis ça, ça va faire peur à certaines personnes parce que certaines personnes veulent moi en coach. Cependant, il faut bien penser que lorsque l'on va être 2, on sera plus ou moins 2 derrière vous. Vous communiquerez par exemple avec Johan ou moi, mais bien sûr on sera 2 pour faire vos programmes, éventuellement discuter s'il y a un souci sur votre profil, etc. Donc pour pallier en fait à d'éventuels plateaux, c'est hyper intéressant d'échanger entre lui et moi. Déjà, ça va permettre d'être encore plus complet sur le suivi parce que on a probablement chacun des connaissances différentes et c'est quelque chose en fait qui est super bien pour nous deux. Donc ça va arriver et je pense que les prochaines personnes qui prendront le coaching auront peut-être ça. Alors dans tous les cas, c'est pas une surprise et quand on me contactera, je dirai aussi quel sera le coach référent. Mais voilà, je suis très content, c'est une avancée pour moi. Ça me permettra d'accueillir encore plus d'élèves. Bien sûr, les personnes qui nous rejoindront auront accès au même groupe Facebook que les élèves que j'ai actuellement. Je resterai aussi en contact plus ou moins avec eux, etc. Donc c'est, on va dire, 2 coachs pour le prix d'un. Voilà, même si vous communiquez qu'avec une personne. Autre question. Est-ce que j'ai une préférence pour les personnes, pour les élèves à coacher ? Je dirais que la question, elle se pose souvent entre
là la question c'est surtout par rapport aux hommes et aux femmes. Je dirais que ma préférence c'est les femmes. Je dirais que les femmes sont plus investies souvent dans le coaching, beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus sérieuses, que ce soit pour la rendu des bilans, le tenue de la diète, etc., etc. Donc les femmes c'est comment dire, magique pour ça, super bien. Mais c'est plus compliqué aussi à côté. D'un point de vue gestion du coaching, c'est plus compliqué parce que les femmes réagissent beaucoup plus difficilement que les hommes. Elles ont des contraintes hormonales que les hommes n'ont pas, enfin surtout des changements hormonaux que les hommes n'ont pas. Donc c'est plus compliqué. Franchement, c'est plus compliqué de ce côté-là à gérer. Mais si la femme est rigoureuse, etc., et qu'on trouve des solutions, là c'est super. C'est un bonheur à faire. Mais oui, d'un point de vue coaching, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a plein de choses qui rentrent en jeu. En plus, les femmes, c'est elles qui stressent le plus lorsqu'il y a par exemple des changements de poids, mais elles en ont énormément par rapport aux changements hormonaux. Elles ont aussi plus de problèmes de digestion que les hommes, etc., etc. Donc c'est plus compliqué, mais comme je vous l'ai dit, souvent ça se passe plutôt bien. Hein. Donc voilà. Autre question, peut-on s'entraîner après un don du sang? Je dirais moyen. Je suis pas hyper fan parce qu'en gros on va t'enlever du sang, donc tu auras probablement moins de sang, moins de congestion, etc., etc. Alors si c'est directement après, je te conseille franchement de ne pas le faire. Par contre, si tu t'as fait un don du sang le matin et c'est le soir, tu peux aller t'entraîner, adapter ton entraînement à comment tu te sens. C'est-à-dire dans ces cas-là, ce que je conseille souvent, c'est de essayer de mettre la même charge que la semaine dernière et matcher les répétitions. Si tu vois qu'à la fin, quand tu as matché tes répétitions, tu peux gratter 1 ou 2 répétitions de plus, et ben vas-y. Et puis voilà, c'est un petit peu comme quand tu es fatigué, c'est aussi la méthode que je conseille, ou quand tu es malade, si c'est une maladie qui te permet de t'entraîner. Mais si c'est juste après, personnellement, je ne conseille pas. C'est un coup à faire un malaise et puis c'est pas forcément intéressant de toute façon. Question suivante. Alors, prise de poids pendant une remontée métabolique. Combien de temps jusqu'à stabilisation? En fait, c'est compliqué de répondre à ça. De toute façon, ça va dépendre, mais j'en ai peut-être déjà parlé pendant le podcast de la dernière fois. Pendant une relance métabolique, il va y avoir 3 situations. Soit vous allez prendre du poids, soit vous allez en perdre, soit vous allez stabiliser. Ce que je vois souvent, c'est une très légère perte de poids, une stabilisation, une prise de poids, oui et non. Des fois, ça va être une prise de poids, mais elle va être très légère. Ça peut peut-être être, 1 kg sur 4 mois, 5 mois, ce qui est en soi très peu. Mais il faut bien comprendre une chose. Des fois, il faut accepter de prendre, par exemple, ce kilo en plus pour vous remettre dans une situation intéressante. Par exemple, une personne qui mangeait 1300 calories par jour et qui ne perdait plus de poids. Bon, là, on comprend qu'il faut relancer le métabolisme. Ok, cette personne est à 50 kilos. Donc elle va remonter ses calories, remonter progressivement. Et elle va prendre 1 kilo, mais elle aura réussi à relancer ses calories, enfin son métabolisme, et elle stabilisera son poids à 2200 calories. Ça c'est magique, parce que ok, on a pris 1 kilo, et il y a de grandes chances qu'on ait quand même évolué pendant cette phase, c'est-à-dire que ce kilo c'est peut-être pas forcément du gras, peut-être que esthétiquement la personne est beaucoup mieux, parce qu'elle a progressé à l'entraînement, parce qu'elle a aussi plus bougé, etc., etc. Donc c'est 1 kilo de prix sur la balance, ouais, mais physiquement il y a de grandes chances qu'elle soit mieux ou pareil. Mais surtout, elle est dans une situation optimale qui va lui permettre de perdre du gras. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est qu'elle va avoir un métabolisme plus haut, donc elle va pouvoir, une fois qu'elle va peut-être descendre ses calories à 2000, elle perdra du gras, alors que quand elle était à 1300, elle n'en perdait pas. Et surtout, elle aura déjà plus de calories pour aussi progresser à l'entraînement. Donc ce qui dit progression à l'entraînement dit physique qui change, prise de masse musculaire, et éventuellement plus de perte de gras. Et du coup, la dernière chose, c'est qu'elle a une marge de progression aussi plus importante. Par exemple, si cette personne est à 2000 calories, donc elle perd du poids, elle perd, 1 kg, 1,5 kg, ok, elle stagne. Voilà, marge de progression, elle descend à 1800. Puis elle restagne, puis elle descend à 1600. Puis elle restagne, puis elle descend à 1400. Encore, là c'est un exemple. Donc elle aura pu faire 4 paliers, et elle aura perdu du poids, et à la fin de ces 4 paliers, elle sera même pas aux 1300 calories qu'elle avait au début, où elle stagnait. Voilà, ça c'est un exemple, c'est pour vous montrer que des fois, je sais que c'est frustrant, mais il faut accepter de mettre son objectif sur pause. Et là, c'est le pire, surtout pour les femmes. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein. Là, les femmes aussi, c'est plus compliqué. Mais il faut bien expliquer les choses. Si vous êtes un coach, expliquez bien les choses, appelez votre élève, dites-lui bien ce qui va se passer. C'est ce que je fais personnellement, hein, qu'il y a de grandes chances qu'on remonte tes calories, on remonte ton
ton poids peut-être, mais ça va nous mettre dans une bonne situation pour la suite. Parce que là, partir sur essayer de perdre du poids alors que tu stagnes à 1300 calories, c'est comme construire une maison sur un sol qui n'est pas stable. Il n'y a aucun intérêt et on sait que votre maison va s'écrouler. C'est la même chose. Puis vous risquez de développer des troubles du comportement alimentaire si vous n'en avez pas déjà de toute façon. Donc voilà, il faut accepter des fois de mettre son objectif sur pause comme je vous l'ai dit. Et c'est très compliqué, il faut bien échanger avec la personne. Quand on est seul, c'est quasiment impossible, je ne vais pas vous mentir. C'est très 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 complexe, surtout si vous débutez. Vous n'aurez jamais le réflexe de monter vos calories, surtout que vous voulez perdre du poids. Et c'est pour ça que là, avoir un coach, c'est hyper intéressant. Et il y a plein de gens dans cette situation qui viennent me voir pour ça. Et du coup, voilà, vous acceptez de mettre votre objectif sur pause. Et encore, c'est même pas sur pause parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être changer physiquement, mais pour mieux repartir par la suite. Très très frustrant, mais nécessaire parfois. Entre guillemets, comme je le dis à chaque fois, on répare un peu les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Donc voilà, c'est une question plutôt intéressante. Et combien de temps jusqu'à stabilisation ? En fait, ça va dépendre. Le but, c'est que tu montes le plus possible tes calories jusqu'à ce que tu stagnes, tout simplement. Comme je vous l'ai déjà expliqué, n'oublie pas qu'on a une fourchette pour notre maintenance calorique. Et le but pour toi, c'est de monter dans ta fourchette haute de ta maintenance, tout simplement. Juste avant d'être en surplus calorique. Donc juste avant de prendre du poids. Question suivante. Est-ce que 3 séances bas du corps ciblées ischio-fessier est intéressant ? Non. C'est trop. Si c'est 3 dans la semaine et que tu travailles pas tes autres muscles, moi je trouve ça trop. Même si tu travailles tes autres muscles, c'est trop. Travailler 3 fois le bas du corps, ça ne l'est pas, si ton volume est bien organisé. Mais 3 ischio-fessiers, c'est un petit peu trop et je pense pas que tu en as besoin d'autant. 2, ce serait déjà suffisant. Surtout si tu es basé sur des exercices polyarticulaires, etc. Il faut arrêter de penser que le plus est le mieux. Beaucoup de gens pensent ça. La plupart des gens ne savent pas s'entraîner et dans ce cas-là, il faut revoir son entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est que dites-vous bien que dans cet exemple, vous fixez 2 séances. Bas du corps, focus ischio-fessier et fais en sorte que tes séries comptent. Ok ? Fais en sorte que ta séance compte. T'y vas, tu te défonces, d'accord ? Et pareil pour les personnes qui vont venir faire 5-6 séries sur leur exercice. Moi, je leur dis, mais non, tu fais pas ça. Des fois, ça arrive que souvent, je suis sur 3 séries sur la plupart des exercices de mes élèves. Des fois, c'est même 2. Des fois, c'est même une série, vous imaginez ? Et comment je le vends à la personne ? Je dis, c'est très simple. Ok, tu as 2 séries, d'accord ? Si tu veux pas être frustré, c'est simple. Tu fais en sorte que tes 2 séries comptent. Et personnellement, avec 2 séries, je suis capable de me défoncer. Et parce que je sais forcer, etc. Mais il faut se dire que ça sert à rien d'en faire le plus possible. Beaucoup de gens en font trop et c'est ce qu'on appelle du volume inutile un petit peu, du junk volume. Et ça ne fait qu'augmenter votre fatigue en fait. Donc des fois, il vaut mieux en faire moins, mais se concentrer sur la progression, se concentrer sur faire les choses bien et puis progresser. Donc voilà, pas de 3 séances focus ischio-fessier pour moi. 2, c'est largement suffisant, surtout si c'est bien organisé. Et bien sûr, dans une optique où tu travailles tout le reste aussi. Ne pas travailler que les ischios et les fessiers, travailler les quadriceps aussi important, l'ensemble du corps de toute façon pour garder un certain équilibre et éviter de se blesser. Question suivante. Ma température du corps pendant la digestion, donc après manger, est plus froide. Est-il synonyme d'un métabolisme lent ? Alors, je dirais probablement que oui. Probablement. C'est compliqué de dire ça parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et d'ailleurs, je te recommande le podcast de Will Johnson et The Fitness Way qui parle de ça. Ça s'appelle Nerdy Podcast, un truc comme ça, Nerdy Muscle Podcast. Un truc qui ressemble à ça. Ça parle du métabolisme très intéressant. Il parle de la température corporelle, etc. Et d'autres signes, notamment le rythme cardiaque et d'autres facteurs. Et par rapport à ça, c'est probable que ce soit un métabolisme lent, mais avec un facteur, c'est difficile de porter une conclusion. Mais il y a de grandes chances qu'en fait, tu manges peut-être pas suffisamment. Et dans ce cas-là, il faut que tu manges davantage. Pas forcément sur un repas, mais sur l'ensemble de tes repas. Question suivante. Alors, une question qui est très bien. C'est pas vraiment une question, je vais vous expliquer un petit peu le profil d'une de mes élèves. Donc ça fait 3 mois, je crois qu'on travaille ensemble, ou 2 mois, 2 mois et demi peut-être. Donc cette personne a été aménorrhée, c'est-à-dire qu'elle a perdu ses règles pendant plus de 3 mois, parce que pendant un certain moment elle mangeait très peu, limite anorexique. Et en fait,
par rapport à ça. Donc c'est toi Audrey, hein, je pense que tu vas te reconnaître. Elle est assez impatiente de retrouver ses règles. Et je sais que c'est souvent le cas, mais c'est pour l'instant pas le cas. Et du coup, elle panique un petit peu de fait qu'on ne retrouve pas ses règles, etc., etc. Alors il faut bien comprendre que si vous êtes dans cette situation, vous n'allez pas retrouver tout ça rapidement. C'est un petit peu comme les personnes qui ont pris beaucoup de poids ou qui en ont perdu beaucoup. Elles vont pas reprendre du jour au lendemain, elles vont pas perdre du jour au lendemain. On peut pas espérer avoir fait du mal à notre corps pendant un an et que tout redevienne bien en 2 semaines. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, par rapport à ça, si vous êtes dans cette situation, prenez bien en compte que ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps et qu'il faut accepter en fait de prendre du gras et monter vos calories. J'ai regardé une vidéo qui en parlait de Stéphanie Buttermore, un truc comme ça, je ne sais plus du tout son nom exact. Mais très intéressant aussi, c'est la copine de Jeff Nippard, si certaines personnes connaissent. Elle a fait une vidéo sur les menstruations et les personnes qui sont aménorrhées, notamment en post-compétition, et quels étaient ses conseils, parce qu'elle interviewe des spécialistes par rapport à ça. Donc là, le premier conseil, c'est tout simplement, apparemment, ce serait plus l'apport calorique que le taux de gras qui ferait que on perde nos règles. Donc il faut remonter les calories. Dans sa vidéo, elle conseille de passer à 2500 calories, c'est ce qui semblerait être le mieux. Mais du coup, il faudra accepter de prendre du gras pour revenir dans des taux un peu plus sains. Alors 2500, c'est énorme, surtout pour une femme, et très peu de femmes, je pense, y arriveraient, parce que souvent quand on est comme ça, on a très peur de notre poids, très peur de la nourriture. Donc moi, je trouve ça assez complexe. Moi, mon meilleur conseil, c'est tout simplement remonter vos calories progressivement, prenez du poids, et puis voilà, vos règles vont revenir, il faut juste que vous soyez patiente. Juste un point qui est à signaler, c'est n'y allez pas trop lentement non plus. Acceptez de prendre du gras, très important. La santé avant tout. Et des fois, il vaut mieux prendre plus de gras et avoir des enfants plutôt que devenir stérile. Donc on fait attention à ça. Et ne négligez vraiment pas votre santé par rapport à votre physique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais kiffez la vie, comme je dirais. Et puis voilà, on n'est pas dans une compétition. Surtout si vous ne faites pas de compétition. Arrêtez de vous blâmer, etc. Et commencez à vous aimer. C'est très important. Et là, on le voit de toute façon avec la personne que je coach, donc pour revenir sur elle, Audrey, elle a des signes qui sont de mieux en mieux. Elle a moins froid, elle se sent beaucoup mieux, plus d'énergie, etc., etc. Donc c'est super bon signe. Les règles sont pas encore là, mais on a des signes qui sont positifs. Donc il faut tout simplement continuer dans ce sens-là, aussi simplement que ça. Question suivante. Système nerveux épuisé, que faire? Donc la personne me dit qu'elle a plus de contraction musculaire. Très simple, tu décharges. Tu aurais d'ailleurs dû le faire même avant. Tu fais une semaine de décharge en baissant le volume et l'intensité de ton entraînement, surtout le volume. L'erreur que font les gens, c'est que ils gardent un volume haut et baissent l'intensité. Personnellement, je suis plus fan de l'inverse puisque c'est le volume qui crée le plus de fatigue. Donc on baisse le volume et limite par 2 si vous pouvez. Et vous essayez de garder une intensité plus ou moins moyenne, RPE 6 à 8. Je dirais peut-être 8 sur un exercice, sinon 6-7, c'est cool. Voilà, et tu te reposes, tout simplement. Des fois, il faut accepter aussi de décharger, sinon on risque de se blesser. Et puis voilà, regarde, tu es dans une situation où ton système nerveux est épuisé, plus de contraction, c'est trop tard en fait. Tu perds du temps alors que tu aurais dû décharger avant. Question suivante, je n'arrive pas à manger suffisamment. C'est pas vraiment une question, c'est comment faire quand on n'arrive pas à manger suffisamment. C'est très simple, miser sur des aliments plus denses niveau calories, donc des aliments plus caloriques comme les fruits secs, le jus d'orange, on va dire le miel, des choses comme ça, l'huile, les oléagineux, beurre de cacahuète. Surtout miser sur les lipides qui vont te permettre d'avoir plus de calories faciles, même si le plus optimal c'est de maximiser d'abord les glucides puis les lipides quand on n'arrive plus à le manger. Et puis sinon favoriser les calories liquides, très très simple. Calories liquides, ça peut être faire un gros smoothie. On peut facilement faire un smoothie à 1000 calories. Vous allez voir que votre corps ne va pas le reconnaître. Enfin, pas le reconnaître. Il va avoir moins cette sensation que si vous veniez de manger réellement 1000 calories de riz poulet. Et puis éventuellement un bon jus d'orange bio, des choses comme ça, peut être intéressant pour avoir des calories facilement. Voilà. Mais je sais que c'est pas facile de se forcer à manger. Mais en appliquant les petites astuces là, éventuellement rajouter un repas sur votre journée. Plus vous ferez de repas, plus ce sera facile aussi d'avoir suffisamment de calories et de ne pas être blindé en fait. Donc éventuellement si vous faites 3 repas aujourd'hui, essayez d'en faire 4. Puis si vous en faites 4, essayez d'en faire 5. Puis 5, 6 éventuellement, etc., etc.
Et quand je dis repas, c'est pas forcément un repas, hein. Ça peut être une collation. Et une collation, ça peut être par exemple le smoothie que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'arrive pas à manger avant mon training de 6h30. Comment faire? En fait, c'est assez simple. Moi, je conseille de quand même manger avant son entraînement. Donc, je l'ai déjà parlé dans le dernier podcast. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un gros repas la veille au soir. Et éventuellement, avant son entraînement, essayez tout simplement d'avoir une source de protéines et éventuellement de glucides. Les glucides, on va dire que c'est facultatif. Idéalement, tu peux avoir de la farine d'avoine en poudre, des flocons d'avoine en poudre, par exemple avec un goût, et de la whey. Hop, dans un shaker, tu bois ça, ça passe. Ensuite, pendant l'entraînement, vu que tu n'as pas énormément mangé avant, tu as eu genre un petit peu d'avoine, un petit peu de whey, tout ce que tu peux avoir, c'est des sucres à index glycémique élevé, notamment la maltodextrine, qui est plutôt intéressante, même s'il y a plus intéressant, après c'est aussi plus cher, comme le Vitargo. Donc tu prends ça, et après ton entraînement, tu prends un vrai petit déjeuner. Mais du coup, ça va te permettre quand même d'avoir des glucides, des protéines, ce dont on a besoin, et donc au final de faire une bonne séance. Voilà, on arrive à la fin des questions. Je vais finir par vous parler de ma situation, comme d'habitude, comme chaque semaine. Par rapport à moi, donc bon, pour l'instant tout se passe hyper bien au niveau de mes entraînements. À part que, c'est vrai qu'en ce moment ça fait 3 semaines que j'ai pu faire que 4 entraînements. J'ai pas mal de choses qui se passent et du coup j'ai beaucoup moins de temps pour m'entraîner. Notamment des déplacements, en fait c'est ça qui est chiant, c'est que je pars le matin très tôt et je reviens par exemple le soir à 22h, du coup ma salle n'est pas ouverte. Bon, 4 entraînements ça reste ok pour la plupart des gens et même pour moi. Tant que je progresse sur mes entraînements, au final je suis satisfait. Bon, c'est difficile encore, hein, comme je voyage et tout, à suivre la diète. Du coup, pesé hier à 83 kg. Aujourd'hui, c'est revenu à 81 et quelques. Bon, comme quoi, la flotte, ça part assez vite. Mais bon, je pense qu'avec la reprise, je reprends mon cardio, etc. Surtout que cette semaine, là, j'ai plus de temps. Normalement, la semaine prochaine aussi. Ça ne devrait pas forcément être un souci. Je vais me remettre rapidement dedans. Les entraînements se passent hyper bien. Je progresse sur tous mes exercices. Comme vous l'avez peut-être vu hier sur mon Insta, j'ai validé ma séance push avec un 3x6 à 100 kg au développé couché. Je pense que la semaine prochaine, le 101 passera assez facilement. Puis on va continuer. Prochain objectif, 110. C'est cool. Enfin, vraiment, quand je me souviens, début mars, j'étais à 90 kg. Aujourd'hui, je suis à 100 kg. Donc c'est énorme de progresser autant. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin d'année pour pourquoi pas avoir un 110, 115 en série. Ce serait cool. Et puis après, pareil, les dips sont bien passés. 38,75 kg de lest avec un poids de corps à 83 kg le matin. Donc c'était énorme. Il y a de grandes chances que la semaine prochaine, ça passe à 40. Et de manière générale, je progresse vraiment sur tous mes exercices. Au niveau de mes entraînements jambes, j'ai repris le squat parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Pas trop de douleur, franchement. Éventuellement, juste un petit peu après mon squat. Je ne sais pas vraiment si c'est un petit peu de la congestion des lombaires ou une vraie douleur. Donc, je vais surveiller ça. Peut-être retenter probablement cette semaine du squat et voir comment ça se passe. Bon, j'y vais doucement, hein. Je l'ai mis en deuxième exercice déjà pour limiter la charge. J'ai fait un 4x6 à 100 kg, ce qui n'est pas forcément énorme par rapport à ce que je pouvais faire avant. Et puis, voilà, on va essayer de remonter ça. Je commence par des fentes. C'est vraiment le seul exercice dans ma semaine actuellement qui va mettre un peu de pression sur mon bas du dos. Du coup, c'est pour ça aussi que j'y vais de manière sécuritaire. Je laisse que cet exercice, comme ça mes lombaires ont bien le temps de récupérer. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais beaucoup moins mal aux lombaires. Pour les personnes qui me suivent, hein, je m'étais blessé aux lombaires. Donc voilà, j'ai beaucoup moins mal en ce moment. Du coup, c'est plutôt positif et c'est pour ça aussi que j'ai repris le squat. Et que j'espère que ça va continuer et puis bien se passer en évitant de se refaire mal tout simplement. Donc voilà. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Merci à toutes les personnes qui me posent des questions, merci à toutes les personnes qui me suivent. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire ou des questions en dessous le podcast. Mettre un j'aime, c'est ce qui m'aide le plus aussi à être référencé. N'oubliez pas que dans la description, vous avez aussi le lien de mon Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme de dons où vous pouvez me soutenir financièrement. Alors les dons vont de 2$ à ce que vous voulez en fait. Même 2$, les personnes ont l'impression que c'est pas énorme, mais pour moi c'est déjà important en fait. Ça permet un petit peu de rentabiliser le temps que je peux passer à enregistrer ces podcasts, à écrire des articles, etc. Sachant que je fais tout ça, bien sûr, gratuitement. Et puis voilà, je vous remercie encore à tous et à toutes de me soutenir dans mes projets. Je vous souhaite une très bonne journée et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut!